Alors, je vais partager le support de cours. OK, on commence. Alors, la dernière fois, d'abord, on avait discuté des objectifs des tests. De développement, c'est-à-dire on a les tests unitaires. On a les tests unitaires quand on fait juste après le codage, on a les tests d'intégration quand on a les modules ou les paquets qui ont été développés, on a les tests système pour s'assurer que la solution fonctionne dans son ensemble, on utilise seulement l'interface. Les tests de validation, recette ou les tests d'acceptation qui sont chez le client. Et puis, on avait écrit deux types de tests, les tests fonctionnels et les tests structurels. On appelait les tests structurels, on les appelle tests bac blanche parce qu'on a accès au code source, alors que les tests alors que les tests fonctionnels, on les appelle aussi boîte noire parce qu'on n'a pas accès au code source. Donc, comment se font les tests? Comment se font? Vous m'entendez? Il y a un problème de son? Oui, madame, il y a un problème de son. Bon, vous m'entendez mal ou vous m'entendez pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame, on l'a Comment? la- J'ai pas compris. Attendez. Là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Non? Est-ce que c'est mieux? madame. C'est mieux? Ok, alors je continue. Donc, je disais, je reprends. J'avais dit qu'il y a deux types de tests, les tests fonctionnels et les tests structurels. Fonctionnels, boîte noire parce qu'on n'a pas accès au code source. Tests structurels, boîte blanche parce qu'on a accès au code source. Je fais une brève présentation des tests fonctionnels parce qu'on aura tout un chapitre sur ça. C'est juste pour comprendre la différence entre les tests fonctionnels et les tests structurels. Donc, pour les tests fonctionnels, on avait dit que c'était des tests dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire un test dynamique? Ça veut dire que je dois définir des données de test et après on verra sur quelle base on va définir des données de test. J'exécute le logiciel avec les données de test et je compare les résultats avec ces données de test. Pour Donc, pour les tests fonctionnels, on vous dit, à partir de la spécification, c'est quoi la spécification? C'est la spécification des besoins. D'accord? Donc, de mon cahier de charge, alors certains l'appellent analyse des besoins, certains l'appellent spécification des besoins. En tous les cas, à partir de la définition dans un certain format des besoins du cahier de charge,
donc on vous dit, je peux définir un jeu de test. Donc, on va définir un jeu de test qui à partir de cette spécification. Donc, en respectant la spécification, en respectant le cahier de charge, en respectant les besoins exprimés, les données de test devraient me donner des résultats attendus. Je prends l'exemple. Si spécification me dit fonction qui calcule la moyenne d'un étudiant, par exemple. Qu'est-ce que j'aurais en tête? J'ai un certain nombre de modules. Pour chaque module, la note et le coefficient. Donc, la moyenne, c'est le produit de module, la note du module fois les coefficients, la somme, pardon. C'est la somme des produits de notes de module fois le coefficient, le tout divisé par le nombre de modules. Donc, normalement, en données en entrée, si j'ai 3 modules, un module qui a 10, coefficient 1, un deuxième module 10, coefficient 1, un troisième module 10, coefficient 1, je devrais avoir 10 la moyenne. Donc, le résultat attendu, c'est 10 la moyenne pour ces 3 modules avec coefficient 1, note 10. J'injecte, donc j'injecte les 3 notes avec les coefficients. J'injecte le premier module avec note 10, coefficient 1. J'injecte le deuxième module, note 10, coefficient 1. J'injecte le troisième module, note 10, coefficient 1 dans l'application, dans la fonction que j'ai développée. Donc, c'est ce qu'on va appeler système. On l'exécute et je compare le résultat. Donc, si le résultat obtenu est 10, donc c'est ce qu'on appelle le verdict, l'oracle. Ça veut dire qu'avec ce jeu de test, on n'a pas trouvé de bug. Si je trouve un autre résultat que 10, ce jeu de test nous a permis de trouver un bug. Il faudrait qu'on revoie le code source pour identifier l'erreur, où est-ce qu'on s'est trompé, et corriger l'erreur et refaire les tests. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, pour les tests fonctionnels, puisqu'on n'a pas accès au code source, c'est à partir de la spécification qu'on va définir les jeux de test. On vous dit, puisqu'on a besoin de la spécification seulement pour définir les jeux de test, on peut définir, donc possibilité de construire les tests pendant la conception avant de coder. Donc, je peux le faire dans la phase analyse ou spécification. Je peux déjà, et même dans la phase conception détaillée, si pour les tests unitaires, je peux les définir à l'avance parce que je n'ai pas besoin du code source, j'ai juste besoin de la spécification. D'un autre côté, les tests structurels, par contre, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de remarques liées au son. C'est bon, il n'y a rien. Donc, par contre, pour les tests structurels, le système ici, pour les tests fonctionnels, c'est une boîte noire. Ça veut dire qu'on n'a pas accès au code source. Alors que pour les tests structurels, regardez, on l'appelle boîte blanche parce qu'on a accès au code source. Donc, la sélection des tests se fait à partir de l'analyse du code source. En analysant le code source, en définissant certaines heuristiques ou règles, on les appellera après critères de sélection. En appliquant certains critères de sélection, on va sélectionner un jeu de test. On va exécuter le programme avec ce jeu de test qu'on a défini à partir du code source. Et on aura les résultats des tests. Les résultats des tests, je les définis à partir de la spécification. Même chose, si par exemple, si je reprends mon système qui est la fonction qui permet de calculer la moyenne des étudiants. En analysant le code source, j'ai pu définir un certain nombre de modules avec des moyennes. Donc, disons, exemple, en analysant le code source, j'ai pu définir comme donnée de test l'exemple de tout à l'heure qui était 3 modules, chaque module note 10 et coefficient 1, juste pour nous faciliter le calcul, d'accord? Donc, j'exécute et j'aurai un certain résultat qui est censé être 10. Pourquoi il est censé être 10? Parce que la spécification nous dit que à partir des données de test, la moyenne se calcule par la somme du produit de la note fois le coefficient divisé par le nombre de modules. Donc ça,
c'est la spécification qui le dit. Donc, le résultat attendu, c'est toujours déduit à partir de la spécification. Le résultat obtenu, on l'a à partir de l'exécution les tests fonctionnels d'une part et les tests structurels dynamiques. Dynamique veut dire où on doit définir un jeu de test et l'exécuter. Parce qu'on va voir aussi que dans les tests structurels, il y a les tests statiques où il n'y a pas besoin d'exécuter, de définir des données de test et d'exécuter le programme. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour les tests fonctionnels, que ce soit pour les tests structurels dynamiques, on doit définir un jeu de test, exécuter le programme, comparer le résultat obtenu par rapport au résultat attendu déduit à partir de la spécification. Ce qui diffère entre les tests fonctionnels et les tests structurels dynamiques, c'est que dans les tests structurels, je définis le jeu de test à partir de la spécification. Dans les tests structurels dynamiques, je définis le jeu de test à partir du code source. Et c'est pour ça qu'on vous dit la construction des tests ne peut se faire qu'une fois le code a été écrit. Donc, le principe des tests structurels, c'est d'utiliser la structure du code, c'est-à-dire le code source, pour décrire ou définir les cas de test. Alors, complémentaire aux méthodes de test boîte noire, ça on l'avait déjà vu dans le chapitre 1, car on avait dit que les tests fonctionnels, d'une part, ils nous permettaient de s'assurer qu'on respecte la spécification, alors que les tests structurels nous aidaient beaucoup plus à détecter les bugs. Alors, dans les tests structurels, je l'avais dit, on a deux types de tests structurels, dynamique et statique. Dynamique veut dire nécessite l'exécution du code binaire. Donc, pour les tests structurels dynamiques, tout comme pour les tests fonctionnels, on définit un jeu de test et on exécute le programme. Donc, à partir du code source ou d'un modèle et spécifications, produire des données de test qui exécuteront un ensemble de comportements, comparer les résultats avec ceux attendus. Les résultats attendus, on les définit à partir de la spécification. Donc, qu'on fasse des tests fonctionnels, donc boîte noire, qu'on fasse des tests structurels dynamiques, on a toujours besoin de la spécification pour définir les résultats attendus pour un jeu de tests donné. Par contre, la différence entre les tests c'est que le test pour les dynamiques, il est aussi défini à partir de la spécification puisqu'on n'a pas accès au code source. Par contre, dans les tests structurels dynamiques, on a accès au code source. Donc, c'est à partir de l'analyse du code source qu'on définit. Donc, ici, parmi les outils ou les techniques pour technique de couverture de graphe le graphe de contrôle, et c'est ce qu'on va commencer par voir aujourd'hui. On a aussi les couvertures de flot de données, qu'on verra aussi. Les tests mutationnels, je ne sais pas. L'exécution abstraite, je ne sais pas. Donc, mais principalement, on va certainement voir ensemble les techniques de couverture du graphe de contrôle. D'abord, on va voir ce que c'est qu'un graphe de contrôle et comment utiliser la couverture de flot de contrôle et la couverture de flot de données. Donc, ça, c'est pour l'aspect dynamique. Avec ces techniques-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Définir, exécuter le programme, définir les jeux de test en analysant le code source, écrire le code source, définir les jeux de test en analysant le code source, exécuter le programme avec ces données de test et comparer les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus déduits à partir de la spécification. On a aussi un autre aspect dans les tests structurels qui est l'analyse statique. Elle ne nécessite pas l'exécution du code source. Une des techniques, alors on va certainement voir la revue du code.
Revue du code, ça veut dire je prends le code et je le lis. Je lis le code et j'essaie de l'exécuter mentalement et de trouver des erreurs. On va essayer probablement voir l'exécution symbolique. Les autres, je ne sais pas si on aura le temps de les faire. Alors, le tableau suivant résume un peu. Donc, on a deux types de tests, structurels et fonctionnels. Dans les tests, alors, les tests structurels, ils peuvent être statiques ou dynamiques, alors que les tests fonctionnels ne peuvent être que dynamiques. Dynamique veut dire définir un jeu de test, exécuter le programme. Statique veut dire pas besoin de définir des jeux de test ni d'exécuter le programme. Je déduis les bugs en analysant directement le code source. Alors, on ne va pas faire les statiques parce que sinon on ne pourra pas avancer en TD. Je commencerai par les tests structurels dynamiques. Les tests unitaires, structurels, dynamiques. Unitaire, on avait dit, pour la programmation fonctionnelle, c'est on teste les fonctions. Pour la programmation objet, on teste les classes. Donc, alors, l'objectif des tests unitaires, on ne va pas voir les tests d'intégration ou les tests système. Bon, de toute façon, pour les tests système, on ne fait que des tests fonctionnels. On n'accède pas au code source. Généralement, les tests système, ça veut dire que j'ai juste l'interface et j'essaye de tester toute la solution. Donc, les tests structurels dynamiques, on peut les faire pour les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc, l'objectif des tests structurels dynamiques, c'est de produire les données de test qui exécuteront un certain exemple de comportement, chemin dans le graphe de contrôle du programme. L'idée, c'est que on avait dit, alors en analysant le code source, je peux avoir plusieurs exécutions possibles de ce code source. J'ai par exemple, alors j'ai des instructions d'affectation, donc les affectations, donc c'est séquentiel. Ensuite, j'ai une condition. Dès que j'ai une condition, if, then, else. Soit le if est correct, et donc je prends le chemin du then et je continue mon programme, soit je vais dans le else. Donc déjà, ça me fait deux exécutions différentes de mon programme. Et comme je peux avoir plusieurs conditions dans mon programme, je peux avoir plusieurs chemins d'exécution de mon programme. L'idée, c'est de trouver des données de test qui passent par tous les chemins d'exécution possibles. Pour ce faire, on va essayer d'abord pour les techniques qu'on va voir, c'est transformer le code source en un graphe qui décrit les chemins d'exécution possibles de ce code. Ensuite, déduire les données de test à partir de ce graphe. C'est pour ça qu'on avait les techniques de critères de couverture avec les graphes. C'est pour ça qu'on parle de graphes de flow de contrôle et graphes de flow de données. Donc, pour les tests structurels dynamiques, donc l'idée c'est sélection donc, de données de test à partir du code. Donc, dans les tests fonctionnels, je fais la sélection des données de test à partir de la spécification. Pour les tests structurels dynamiques, je vais faire l'objectif principal, c'est ça, c'est la sélection, c'est définir les jeux de test. Tout ce qu'on va voir, tout ce qui va suivre et tout ce qu'on va voir, pour la partie test structurel dynamique, c'est l'objectif est de définir les jeux de test. Parce que une fois qu'on a défini définir des jeux de test pertinents. On avait vu chapitre précédent que le nombre de jeux de test peut être infini. Donc, on ne peut pas tester tous les cas possibles. Donc, il faut définir un sous-ensemble de jeux de test qui est capable de trouver des bugs. Donc, l'objectif n'est pas encore une fois de prouver que le programme est correct, mais de trouver les jeux de test pertinents qui augmentent nos chances de trouver des bugs s'il y en a. Donc, pour définir ce sous-ensemble de jeux de test par rapport au nombre de jeux de test infinis qui existent, on va le faire donc déjà à partir du code. Comment? Couvrir les chemins d'exécution du système. Donc, j'avais dit, en exécutant un programme, en fait, on parcourt des chemins. Je prends un chemin où j'ai le premier if est correct.
Ensuite, je trouve un autre if, je vais dans le else. Je trouve un autre if, je vais dans le if, etc. Donc, ça nous fait des exécutions différentes. Donc, on vous dit parfois le nombre de chemins d'exécution est infini. Donc, on va définir ce qu'on va appeler des critères de couverture. C'est des règles qui me disent, voilà, en appliquant telle règle sur ce code source, voici les données de test qu'il vous faudra pour exécuter, pour tester votre programme. Donc, les critères de couverture, on verra plusieurs. Ça va être les nœuds, les arcs, tout ça, on va le discuter après. C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un chemin d'exécution, qu'est-ce que ça veut dire un critère de couverture et quels sont les critères de couverture qu'on va voir dans ce cours. Il faut garder à l'esprit que l'objectif principal, c'est que je dois définir des jeux de test. Donc, je reviens à ce schéma. Pardon. Je reviens à ce schéma. Nous, à partir du code source, on doit définir les jeux de test. Parce qu'une fois qu'on a défini les jeux de test, le reste est simple. Alors, j'applique une fois que j'ai analysé le code source et j'ai défini un certain nombre de données de test. Les données de test que j'ai définies, je leur applique la spécification, je vais obtenir les résultats attendus pour ces données de test. J'exécute le programme, je trouve les résultats réels de ces données de test, je compare entre les deux et j'ai un verdict. Donc, ce qui est le plus difficile ici, c'est de définir les jeux de test. Et c'est... Voilà. Donc, pour pouvoir... Voilà. Donc, pour pouvoir, on va utiliser... Donc, les tests structurels dynamiques, on va utiliser principalement pour cette partie-là deux techniques. Les techniques basées sur le graphe de flow de contrôle et les techniques basées sur les graphes de flux de données. Donc, on avait dit, on va exécuter le programme pour définir les jeux de test. Maintenant, c'est quoi un graphe de flux de contrôle? Avant de pouvoir définir des jeux de test en utilisant la technique du graphe, en utilisant la technique basée sur le graphe de flux de contrôle, on doit d'abord définir ce qu'est un graphe de flux de contrôle ou un graphe de contrôle. Donc, c'est un graphe orienté avec un nœud initial E et un nœud final S tel que un nœud interne est soit un bloc d'instruction élémentaire, soit un nœud de décision étiqueté par une condition. Et un arc relie les nœuds correspondant à des instructions ou des conditions successives. On appelle ça le flux de contrôle. Donc, on a un exemple ici, soit le programme suivant. Donc, c'est une fonction simple. P reçoit N, tant que P est supérieur à 1, d'où S reçoit S fois X, P reçoit P moins 1, and while. Donc, je reviens à la définition. Un nœud interne, c'est un bloc d'instructions élémentaires ou un nœud qui contient une condition. Donc, je regarde ici, je trouve que là, j'ai deux instructions élémentaires. Élémentaire, ça veut dire que c'est des instructions d'affectation. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a? On a des conditions et des affectations dans un programme. Donc, toutes les instructions élémentaires d'affectation, au lieu de donner un bloc à chacune, on va toutes les mettre dans un bloc parce que l'exécution, elle est séquentielle. De toute façon, le chemin, ça va être exécuter la première instruction, ensuite la deuxième. Donc, plutôt que d'avoir deux nœuds, l'un après l'autre, on sait que ça va s'exécuter de façon séquentielle. Donc, on les regroupe. Toutes les instructions d'affectation où il n'y a pas de condition, on les met dans un groupe. Dès qu'on trouve une condition,
On va créer un nœud pour cette condition. Le nœud, c'est P supérieur ou égal à 1. On a deux cas. Si la condition est égale à faux, je sors. Si la condition est égale à vrai, je vais dans un bloc d'instruction qui est S reçoit S fois X, P reçoit P moins 1. Ensuite, je reviens pour retester la condition. Donc ça, c'est le graphe de flux, le graphe de contrôle pour le programme suivant. Bien sûr, le nœud initial est toujours E. Donc, je commence par E, qui est le début du programme. E correspond au début du programme. S correspond à la fin du programme. Donc, le premier bloc, c'est ces instructions. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? En fait, on décompose le while en test, exécution, et puis je reviens pour tester. Donc, puisque j'ai une boucle while, je commence par le test. Si le test est faux, je sors. Puisque mon programme, il n'y a plus rien après, donc je vais directement vers la sortie. Si c'est vrai, donc je vais exécuter le bloc while et je reviens tester. Des questions sur ce graphe de contrôle? Des questions sur le graphe de contrôle? C'est bon? Parce que une bonne partie de ce chapitre, ça va être modéliser le graphe de contrôle, ensuite appliquer des critères de couverture sur le graphe de contrôle pour déduire les données de test. Je continue, ça va? OK. Donc, vous avez un autre exemple ici. Donc, on a le x moins 1. As x reçoit 1 moins x. Ensuite, if x égale moins 1, alors x reçoit 1. As x reçoit x plus 1. Et ensuite, j'ai right ln x. Donc, si je veux modéliser un graphe de flux de contrôle, alors au départ, ici, j'ai un E. Il manque le E ici, de l'entrée. Ensuite, là, j'ai la condition qui est x inférieur ou égal à 0. Si c'est égal à vrai, je vais donc dans le A. Alors, pourquoi on a mis les instructions à l'extérieur, contrairement à ce schéma? Parce que c'est ce qu'on va appeler des chemins, parce qu'on va donner des noms à chaque nœud ABCD pour définir un chemin d'exécution. Donc, c'est pour ça que l'instruction qui correspond, au lieu de la mettre ici à l'intérieur, on va la mettre à côté. Donc, dans le nœud A, j'ai le test qui est if x inférieur ou égal à 0. Donc, si x est inférieur ou égal à 0, donc si c'est vrai, je vais dans le nœud B où je vais faire x égale moins x. Sinon, je vais dans le nœud C où je vais faire x égale 1 moins x. Après, les deux vont me conduire au nœud D qui refait un deuxième test, if x est égal à moins 1. Donc, si x est égal à moins 1, je vais dans le nœud F où je vais faire x égale 1. Sinon, je vais dans le nœud E où je vais faire x égale x plus 1. Dans les deux cas, je vais aller au nœud G où je vais faire right ln x. Ensuite, je sors avec le nœud S. Donc, voici un deuxième exemple de graphe de flux de contrôle qui, là où on a remplacé les instructions par une numérotation des les graphes qu'on va construire vont plus ressembler à ça que au graphe précédent qu'on vient de voir. Donc, alors, c'est quoi une exécution finalement d'un programme? Une exécution d'un programme, c'est le chemin allant de E à le graphe de contrôle. Ici, si c'est quoi l'exécution alors, supposons que S égale 1. Non, S, il est égal à 1. P égale 1. Donc, l'exécution de ce programme, j'ai S égale 1, P égale 1. Est-ce que P est supérieur ou égal à 1? Oui. Ah non, je ne voulais pas rentrer. On va prendre P égale 0. On va commencer par P égale 0. Donc, je vais dans E. S égale 1, P égale 0. Est-ce que P est supérieur ou égal à 1? Non, donc je sors. Donc, voici l'exécution de mon programme pour P égale 0. C'est ce qu'on appellera un chemin d'exécution qui va de E jusqu'à S.
Un autre chemin d'exécution est possible pour P égale 1. À ce moment-là, j'aurai P est supérieur ou égal à 1, oui. Donc, S égale S fois X, peu importe la valeur de X, et P égale P moins 1. Et je reviens, est-ce que P est supérieur ou égal à 1? Non, et je quitte. Donc, j'aurai une exécution qui va de E vers ce nœud. Ensuite, je teste, je rentre dans ce bloc, je reviens ici, je teste et je sors avec S. Donc, ça, c'est un chemin d'exécution qui va de E à S pour la valeur de P égale 1. Pour la valeur de P égale 2, je vais rentrer à partir de E, je vais dans ce bloc, je vais tester, je vais exécuter, je reviens, je teste, je viens, j'exécute, je reviens dans ce nœud et je sors. Donc, donc c'est ce qu'on appellera un chemin d'exécution. Et en fait, dans votre programme, qu'est-ce qu'on a fait? On a parcouru la première instruction, deuxième instruction et je suis sortie. Deuxième avec P égale 1, première instruction, deuxième instruction et je rentre dans la poule. Cette instruction, je reviens tester et je sors. Donc, j'exécute le programme. Donc, un chemin d'exécution ou un chemin de contrôle dans un graphe de contrôle correspond à l'exécution. Un chemin de contrôle, c'est un chemin qui va de E jusqu'à S. Donc, qui va depuis le début d'exécution du programme jusqu'à la fin de son exécution. Et c'est pour ça que l'exécution d'un programme, du début jusqu'à la fin, correspond à un chemin de contrôle qui va de E à S. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit l'exécution du programme, c'est un chemin, puisque moi, j'ai converti le programme en graphe de contrôle. On avait dit que les données de test, on les déduit à partir du code source. Le code source, je l'ai transformé en graphe. Exécuter le programme depuis le début jusqu'à la fin revient à parcourir le graphe de contrôle depuis E, l'entrée, jusqu'à S, la sortie, en prenant un des chemins qu'on a tracé. L'exécution réelle, c'est les chemins dont les conditions peuvent être satisfaits. Si condition impossible à satisfaire, chemin infaisable. Bon, il y a un problème, effectivement, bon, qu'on ne va pas traiter, qui est la détection des chemins infaisables. Mais en tous les cas, l'exécution d'un programme correspond au parcours du graphe de flow de contrôle depuis l'entrée vers la sortie en parcourant un chemin. Donc, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure qu'on avait vu ici, bien sûr, on va rajouter ici entrée avant le E et sortie après le G. Pour ce programme, les exécutions possibles, c'est que d'abord, alors les cas possibles, x est inférieur ou égal à 0. Donc à ce moment-là, je vais exécuter x égale x moins 1. Ensuite, je vais venir à x égale moins 1. Je trouve qu'il est vrai, donc je vais avoir x égale 1. Et ensuite, je vais faire right ln x. Ou alors, je peux avoir x inférieur ou égal à 0. Alors, je vais faire x égale x moins 1. Ensuite, je vais tester est-ce que x est égal à moins 1. Je vais trouver que c'est faux. Alors, je vais faire x égale x plus 1. Et ensuite, je vais faire right ln x. Ou inférieur à 0, non. Alors, je vais faire x égale 1 moins x. Je viens ici, je vais trouver que x est égal à moins 1. J'exécute x égale 1 et ensuite, je viens right ln x. Ou alors, j'aurai x égale inférieur à 0 faux, donc j'exécute x égale 1 moins x. Ensuite, je viens exécuter est-ce que x égale moins 1, je vais trouver que c'est faux. Je vais aller à x égale x plus 1 et ensuite, donc vous voyez que pour ce programme, j'ai eu 4 exécutions possibles. Je ne peux pas avoir plus. Et si je regarde le chemin à côté, ça me fait 4 chemins possibles. Un chemin qui va de A, B, D, F, G, enfin S, E, A, B, D, F, G, S, ou sinon E, A, B, D, E, G, S, sinon E, A, C, D, F, G, S, sinon E, A, C, D, E, G, S. Donc, vous voyez bien que j'ai 4 exécutions possibles pour mon programme qui correspondent à 4 chemins de contrôle dans mon graphe de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a une sorte d'équivalence entre les chemins de contrôle et les exécutions possibles de mon programme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit le graphe G1 est un graphe de contrôle qui admet en entrée le nœud A et en sortie le nœud G. Bien sûr,
on va dire que en entrée le nœud E qui vient avant A et en sortie le nœud S qui vient avant G. Et j'appellerai des chemins de contrôle E, A, C, D, E, A, C, D, E, G, S, E, B, D, F, G, S, alors que B, D, F, G, S n'est pas un chemin de contrôle parce qu'il ne part pas de l'entrée. Moi, quand j'exécute un programme, le compilateur va exécuter le programme depuis la programme, depuis l'accolade de début de la fonction jusqu'à la fin. On ne peut pas commencer à exécuter une fonction depuis le milieu. Même chose, un chemin de contrôle ne peut pas commencer à partir de B. Il ne peut commencer qu'à partir de E. Et là, on l'a vu, je peux avoir 4 chemins. Bon, je rajouterai après ici le E et le S à la fin pour dire qu'il nous faut, mettez toujours vos nœuds E et S pour ne pas les oublier. Alors, un chemin infaisable. C'est quoi un chemin infaisable? Alors, si on regarde, est-ce que tous ces chemins sont faisables? 1, 2, 6, 7, 11, sortie, donc entrée ou E, sortie ou S. Est-ce que tous ces chemins sont faisables? Comment je saurais si un chemin est faisable? Pour qu'un chemin soit faisable, il suffit d'avoir une donnée, les données en entrée qui permettent que j'avance avec ce chemin. Maintenant, si on analyse, même si on n'a pas les données en entrée, regardez dans le nœud 2, j'ai x reçoit 0. Ensuite, juste après, j'ai un test qui dit if x égale 0. Donc, if x égale 0, je vais faire 6, 7. Mais else, dans le else, le nœud 9, y reçoit 10 sur x, elle ne sera jamais exécutée parce que non, elle ne sera jamais exécutée si je viens du nœud 2. On ne sait pas ce qu'il y a eu dans le nœud 4. Mais pour le chemin entrée 1, 2, 6, 9, 11, sortie, ça c'est un chemin infaisable. Parce que je ne peux pas, à partir de l'instruction 2 du nœud 2, x reçoit 0, tester ici si x est différent de 0. Je sais que ici, parce que j'ai mis x égale 0, en venant vers ce nœud, j'ai certainement x égale 0. Donc, jamais je pourrai parcourir le chemin 1, 2, 6, 9, 11. Parce que on sait déjà que x dans 2 est égal à 2. Donc, c'est ce qu'on appelle un chemin infaisable. C'est un chemin qui, quelles que soient les données de test en entrée, on ne peut pas le parcourir. Et là, quelles que soient les données que j'ai en entrée, quelles que soient les valeurs que je donne à x et à en E2, je lui donne la valeur 0. Donc, certainement, de 2 à 6, je ne peux pas aller vers 9. Donc, je ne pourrais pas avoir le chemin entre 1, 2, 6, 9, 11 n'est pas un chemin faisable. Donc, c'est ce qu'on vient de discuter maintenant. Alors, le problème avec les chemins infaisables, donc c'est un problème indécidable. Ça veut dire que c'est très difficile de dire quels sont les chemins infaisables dans un graphe. On vous a donné l'exemple suivant. While x différent de 1, faire if paire de x, je divise par 2, sinon x reçoit 3x plus 1. Donc là, on ne sait pas si ce programme termine un jour. Donc s'il existe un chemin infaisable allant de E à S. Essayez de tester cet exemple. Donc, si vous le testez, donnez par exemple, je ne sais pas, x égale 2, 2 est pair, je divise par 2. C'est un mauvais exemple, mais prenez un autre chiffre, vous allez voir que à chaque fois, le chiffre, il est divisé en 2. Ensuite, il est multiplié par 3 plus 1. Donc, on est ballotté à chaque fois entre le pair et impair et on ne sait pas si ce programme peut se terminer. Donc, on ne sait pas quels sont les chemins infaisables. Alors, mais on sait calculer les conditions pour qu'un chemin soit faisable. Alors, pour qu'un chemin soit faisable, ce qui est simple, ce qui est bien, c'est qu'il suffit
de définir les données en entrée pour parcourir ce chemin. Regardez ici, on vous dit si je prends x égale x0 en entrée. Condition pour passer une seule fois. Je reviens dans une seconde. Je reprends. Désolée pour l'interruption. Donc, comment je peux dire qu'un chemin est faisable? Il suffit de trouver une donnée en entrée qui vous permet de faire ce chemin. Donc, on vous dit par exemple, calculer les conditions pour qu'un chemin soit faisable. Alors, pour passer une seule fois dans la boucle, donc on a x différent de 1, ensuite x pair, je divise x0 sur 2 et il faudrait que j'arrive à avoir 1. Donc, il faut que x au départ soit pair et qu'en le divisant par 2, il me donne 1 pour sortir de la boucle. Donc, en prenant la donnée en entrée x égale 2, je viens ici, je dirais, est-ce que x est égal à 2? Non. Est-ce que x est pair? Oui. Je divise x par 2, donc j'obtiens 1. Est-ce que x est différent de 1? Non. Et je sors. Donc, un chemin faisable, on peut savoir s'il est faisable si on arrive à trouver une donnée en entrée, les données en entrée, parce que là, on a juste une seule donnée en entrée qui est x, mais dans un programme, on peut avoir plusieurs données en entrée. Donc, la donnée de test qui contiendra toutes les données en entrée nous permettra d'avoir une exécution. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va définir les jeux de test. Ça veut dire qu'on va définir le graphe de flux de contrôle. On va définir et on va voir qu'on a un nombre de chemins d'exécution qui peut être fini. Ici, on a 4 chemins d'exécution possibles parce que notre programme ne peut avoir que 4 exécutions possibles. Et parfois, on peut avoir un nombre d'exécutions infini ou un nombre de chemins de contrôle infini. À ce moment-là, on va définir des critères de couverture qui vont nous donner un sous-ensemble de ces chemins infinis. On va définir un sous-ensemble de chemins d'exécution pour lesquels on va définir des données de test. Et ça va être ça, les données de test qu'on va utiliser pour exécuter notre programme et essayer de trouver des erreurs, des bugs. Alors, maintenant, on va voir après que un graphe contient des chemins d'exécution. Le graphe contient tous les chemins d'exécution possibles associés à un programme. Donc, il contient toutes les exécutions possibles d'un programme. On peut représenter ce graphe sous format d'expression. Donc, on appelle ça l'expression de tous les chemins de contrôle. Donc, le graphe G1 peut être exprimé sous forme algébrique sous la forme suivante. Donc, j'ai A, B, D, F, G, plus. Alors, plus, c'est pour exprimer le OU et la concaténation, c'est pour exprimer, c'est-à-dire la suite. A, B, quand je mets A, B, ça veut dire que c'est le nœud A, ensuite le nœud B. Je mets plus, ça veut dire OU. Donc, c'est soit j'ai ce chemin A, B, D, F, E, soit le chemin A, B, D, E, F, soit le chemin A, C, D, F, G, soit le chemin A, C, D, E, G. Donc, j'ai 4 chemins possibles.
Donc, en utilisant la distribution de l'addition, la distribution de l'addition par rapport à la multiplication, je peux écrire ça comme étant A, puisque là, A, je vois bien qu'il est commun. Donc, c'est A, BD et G qui est commun. Donc, j'ai A fois BDF. Donc, j'ai BDF ou BDC ou CDF ou CDE, G. Et ça, je peux encore le simplifier en ayant A ou, en réalité, je fais A. Ensuite, soit BC, ensuite D, ensuite ça, soit F ou E, ensuite G. Donc, c'est pour ça que je fais A, ensuite soit B ou C, ensuite D, ensuite soit E ou F, ensuite G. Donc, pour écrire l'expression des chemins de contrôle pour un programme donné, donc on associe une opération d'addition ou de multiplication à toutes les structures primitives apparaissant dans le graphe de flux de contrôle. Donc, si j'ai A, ensuite B, je mets directement AB. Si j'ai A ou, donc dès que j'ai une décision, c'est soit je prends ce chemin, soit je prends ce chemin. Donc, ça va être A, ensuite, soit B, soit C, ensuite D. Pour les boucles, j'ai A, ensuite B, parce que d'abord je fais le test. Si la condition est égale à vrai, je rentre, j'exécute C et je reviens tester B. Et ça, je peux le faire un nombre infini. Et c'est pour ça que vous avez A, B, ensuite C, B, étoile. Pourquoi étoile? Parce qu'on peut avoir ensuite B qui est égal à faux la première fois et je vais faire A, B, D. C'est-à-dire, j'exécute A, ensuite je viens tester dans le B, je trouve que la condition est égale à faux, je viens directement dans le D. Ou alors, je vais exécuter le A, je viens dans le B, je trouve que la condition est égale à vrai, je vais dans C, j'exécute C et je reviens tester dans B. Si c'est égal à vrai, je reviens dans C, exécuter C et je reviens tester dans B. Et donc ça, je peux le faire 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1 milliard de fois. Et c'est pour ça qu'on a C, ensuite B qui est étoile. Donc, ça peut être exécuté 0, 1, 2 fois, etc. Et ensuite, dès que la condition devient à faux, je sors pour aller exécuter D. Donc ça, normalement, c'est des choses que vous avez vues en compile. Ça vous rappelle quelque chose, les expressions régulières? Normalement, vous avez avancé assez en compile pour... Non, vous avez fait compile en S1. Donc, normalement, c'est des choses que vous connaissez. Oui? Je continue direct? Très bien. Donc, on vous dit soit X, un alphabet qui contient ABC, E, le epsilon, le mot vide. Donc, CB au carré, c'est CB, CB plus CB, plus B au carré, plus B3, plus B4, etc. B étoile, c'est epsilon plus B au carré. B4, c'est epsilon plus B, etc. Alors, ici, vous avez l'exemple suivant. On vous dit soit le programme suivant. On a dans ce programme une boucle. Donc, on nous demande de modéliser le graphe de contrôle, oui, l'expression du chemin de contrôle. Donc, d'abord, ils sont ensuite fondre. Après, j'ai une boucle qui va être divisée en exécution. Et à la force de la boucle, alors, S, I, pas S. Ensuite, I plus 1,
reviens tester le web. Donc, si je devais modéliser le diagramme de flux de contrôle associé à ce programme, bon, attendez, parce que je dis de le faire et je vais le faire. OK. Alors, donc, premier, l'entrée ici. Ensuite, j'ai un premier bloc qui contient les deux instructions i égale 1 et found reçoit. Ensuite, j'ai une mission ici qui est liée à found. Si not found, alors, si not found, je vais à la fin. Si found égale à true, si found égale à true, donc égale à donc si found était true, je vais appeler. Par contre, si found est différent de false, je vais dans le nœud, je vais ici. Ici, c'est un test aussi. Donc, j'aurai le nœud test qui contient une condition. Soit I égale A, j'aurai le bloc found égale dans le nœud D, j'aurai found égale true et I reçoit I. Sinon, et ensuite, je exécute si I est différent de E, je vais directement à l'instruction I égale I plus A. Et ensuite, fin de boucle while, donc je reviens tester dans le B. Donc voici le graphe associé, le graphe de contrôle associé au programme qu'on a ici. Maintenant, si je devais définir l'expression des chemins de contrôle associés à ce graphe, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais alors E, ensuite A, ensuite, alors j'ai quelque chose qui s'exécute en boucle, quelque chose entre parenthèses, et ensuite F. Maintenant, qu'est-ce que je mets en parenthèses étoile? Je vous dis l'exécution, je la mets en parenthèse étoile, ensuite j'ai la sortie. Donc, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? J'ai C, ensuite soit des E, soit donc je fais C entre parenthèses 1 parce que soit je fais CE, soit je fais CDE et c'est pour ça que j'ai C1 plus DE et ensuite je viens exécuter le D et je reviens. Si c'est vrai, je fais C, ensuite DE, E, donc j'ai C, ensuite DE ou E, C, ensuite DE ou E et j'exécute le B. Et je fais ça autant de fois que nécessaire. Dès que found devient égal à true, je sors avec F. Donc, c'est ce qui nous donnera cette expression des chemins de contrôle. Alors, chemin faisable par rapport à chemin infaisable. Alors, le nombre de chemins de contrôle, tout le nombre de chemins de contrôle, il se déduit directement à partir de l'expression de tous les chemins possibles. Donc, l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure de... Alors, il était où? Voilà, il est là. Je remplace chaque lettre par 1. C'est 1 fois 1 plus 1, 2 fois 1 fois 1 plus 1, 2 fois 1, ça nous fait 4. On a 4 chemins de contrôle. Mais ça ne veut pas dire que tous ces chemins sont faisables. Donc, c'est pour ça que l'exemple qu'on vient de voir ici, on vous dit pour le programme suivant, begin S reçoit 0, for I allant de 1 à 1000, d'où S reçoit S plus A de I, and. Donc, le nombre de chemins de contrôle, parce que je viens ici, je peux sortir un premier chemin. Je viens ici, je fais une boucle et je sors. Deuxième chemin, je viens ici, je fais 2 boucles et je sors. Donc, j'ai le nombre de chemins de contrôle possible, c'est égal à 1001 chemins. Parce qu'il y a le chemin où je ne rentre pas dans la boucle, le chemin où je fais une boucle, le chemin où je fais 2 boucles, le chemin où je fais 3 boucles, et jusqu'à le chemin où je fais
1000 boucles. Donc, ça nous fait 1000 chemins. Sauf que, en réalité, j'ai un seul chemin faisable parce que je ne peux pas. C'est une boucle for, ce n'est pas une boucle while. Donc, une boucle for, je ne quitterai pas la boucle tant que j'ai pas fait 1000 itérations. Donc, même si j'ai 1001 chemins de contrôle, j'ai un seul chemin de contrôle qui est faisable. Les autres ne sont pas faisables. Donc, avec l'expression des chemins de contrôle, je calcule le nombre de chemins et non pas le nombre de chemins faisables. Le nombre de chemins faisables, on avait dit, bon, il est vrai que c'est difficile de trouver les chemins non faisables, mais pour les chemins faisables, qu'est-ce que j'appelle un chemin faisable? C'est un chemin qui, à partir d'une donnée en entrée, je peux le parcourir depuis son début jusqu'à la fin. Donc, qui correspond à une exécution du programme. Alors, expression des chemins. Donc, vous avez ici un exercice. Donc, je vous demanderai de modéliser le graphe de contrôle et de fournir l'expression des chemins. Une feuille et un stylo. Essayez, je vous laisse 5 à 10 minutes pour réfléchir. Ensuite, on va le corriger. Donc, je vais juste
Alors, pour corriger, alors je vais partager je vais partager mon écran pour que je puisse partager le tableau blanc aussi. Donc, on avait l'exemple, il était là. Je vais juste Je veux copier le programme. Voilà. Le tableau blanc s'affiche chez vous? Mon écran s'affiche chez vous? Est-ce que ça s'affiche? Oui, d'accord. Bien. Donc, je vais copier, contrôle. Voilà. Donc, on va essayer de lui. D'abord, on commencera par le graphe du flux de contrôle. Donc, on va. Alors, est-ce qu'il est. Où est-ce que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas écrire. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un problème. Ah, c'est bon. C'était un problème de connexion. Donc, on commence par, on a toujours commencé par le nœud E et le nœud S. Après, le programme commence directement par une condition. Donc, je vais avoir ici mon if. J'ai deux cas. N inférieur ou égal à 0. N supérieur strictement à 0. Si n est inférieur ou égal à 0, j'ai un deuxième nœud où je vais faire n reçoit 1 moins n. Sinon, je viens vers le deuxième if. Donc, j'ai un deuxième if ici alors, je viens. Voilà. Ensuite, le if, c'est if de div n. Donc, j'ai même chose, j'ai deux cas. De div n. S ou note de div n. Donc, si 2 div n, qu'est-ce que j'ai? J'ai n reçoit n sur 2. Sinon, dans le sinon, qu'est-ce que j'ai? N égale 3 fois n plus 1. Et dans les deux cas, je vais aller à write n. Ensuite, je vais aller à la sortie. Donc, on va donner juste des noms à ces deux. B, C, D, E et F. Donc, ça, c'est le graphe de contrôle associé à cet exemple. Maintenant, pour l'expression des chemins de contrôle, j'aurai, alors à partir du graphe déjà, je peux déduire E, A, ensuite j'ai soit AC, soit ABC. Donc j'aurai 1 plus B, C. Ensuite, quand j'exécute le B, j'exécuterai soit le D, soit le E. Donc j'aurai D plus E, ensuite F et la sortie. Donc ça, c'est l'expression des chemins de contrôle associés à notre programme. Donc en revenant ici,
Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a l'entrée, ensuite A, B, ensuite, sinon, je viens ici. Et après, E ou D, et ensuite F, et je sors avec. Et l'expression, c'est A, E, A, 1 plus B, C, E plus D, F et S. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Sinon, on arrête ici. Très bien. Donc, est-ce qu'on commence le TD cette semaine ou on le commence la semaine prochaine pour tout le monde? Parce que là, on peut commencer le TD avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Et après, ça nous fera des décalages entre chaque groupe. On avancera encore. Alors, on attend d'avancer en cours encore la séance de jeudi et on commence les TD lundi prochain. Donc, on se retrouve ce jeudi et j'aurai avec moi la liste de présence. Merci pour votre attention. Allez, au revoir. Vous avez